Vous êtes autour du feu de camp, ici Alex Rigwald. Salut à tous, c'est Vic, bienvenue pour Feu de camp numéro 3. Ce soir on a le plaisir de recevoir Alban et Carnos. Salut à vous deux. Salut. Salut à tous. Donc ce soir effectivement Alban Cambe et Carnos Ours Gris. Je vous laisse vous présenter tous les deux pour ceux qui vous connaissent pas. Alban, si tu veux commencer. Bah ouais, bonjour à tous, moi c'est Alban Cambe, donc vous me connaissez peut-être sur ma chaîne Nature Aventure Survie, et j'ai eu le plaisir de publier 2 bouquins traitant du bushcraft, puisque c'est ma passion, et je collabore de temps en temps au magazine Survival. Ok, parfait. Et Carnos, si tu veux enchaîner. Donc Carnos Ours Gris, j'ai une chaîne qui porte le même nom, et que j'ai depuis 2 ans maintenant, tout juste. Et je ne suis pas survivaliste, mais je me vois plus comme un citoyen prévoyant, mais ça rejoint sur beaucoup de choses le survivalisme. Alex, si tu veux enchaîner. Oui, bah, Alex Rigwald, où j'accompagne Vic dans cette émission live du lundi soir. J'ai aussi une chaîne qui parle du survivalisme, mais aussi et surtout de tous les domaines qui y sont connectés, avec une notion d'approche au quotidien. Et ce soir, on est hébergé chez Vic pour un sujet qui va parler de survivalisme et vie sociale. Vic, présente-toi sur ta propre chaîne à l'instant. Oh non, tu vas me faire le coup chaque semaine. Non, c'est... Présente-toi. Non, mais vas-y. Bah, vous me connaissez, on est sur ma chaîne Vic, effectivement, on parle de survivalisme, de bushcraft, de pas mal de choses et variées, également d'armes à feu, etc. etc. Pas vous faire le speech chaque semaine, mais voilà. Yes. Et donc, de quoi parle-t-on ce soir, Alex? Bah, ce soir, on va parler de social. On va faire du social ce soir, dans le sens où on va parler du survivalisme et des activités qui sont connexes, donc de bushcraft, mais le tir, la chasse, tout ce qui est un peu outdoor est connecté au survivalisme. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est le point de vue de comment nous voient les gens, quel est l'avis des gens en fait, en gros, de ces activités. Est-ce qu'il y a une certaine pression sociale? Est-ce qu'on peut discuter facilement de ça? Est-ce que on cache des choses à des gens? Famille, travail, amis, etc. Et comment gérer cet aspect de la préparation, on va dire. Et donc, tu as appelé ça famille, amis et médias, l'image du survivaliste en société. Et on a Alban qui nous joue du piano sur son clavier. J'essaie de vous faire de la pub. Merci. Donc vas-y Vic. Promis, j'arrête. De quoi? Vas-y Vic. Ah oui. Donc effectivement, voilà, j'avais proposé un petit peu ce sujet-là cette semaine pour entamer un petit peu la discussion. C'est vrai que de mon côté, voilà, j'ai cette approche-là de survivaliste, de préparation, mais plus de recherche d'indépendance et de résilience. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident d'aborder un petit peu ces questions-là en société. La question serait même dans un premier temps de savoir si c'est des sujets qui méritent forcément d'être abordés à son entourage, à ses proches. Après, voilà, je pense que chacun va avoir des avis un petit peu différents là-dessus. Yes, bah, ce que je propose en fait, c'est de lancer une première question en mode un peu patate chaude. C'est déjà, même si vous n'êtes pas vraiment survivaliste, comme a dit Kernos, mais plutôt citoyen prévoyant, est-ce que vous parlez à vos proches de vos activités outdoor plus ou moins connectées au survivalisme? Alban? Bah oui, c'est difficile de le cacher pour ma part, mais effectivement, j'en parle assez ouvertement en fait, parce que bon, déjà de par le bushcraft, on bénéficie quand même d'une vision. On a un peu une image de Boy Scout, quoi, si vous voulez. Donc c'est plutôt gentil, c'est bucolique, ça rappelle les grands écrits de Jack London, etc. Mais ouais, il y a des trucs pour lesquels je ne m'épanche pas trop. Et puis c'est notamment tout ce qui est l'abord des armes et de la chasse, tout simplement. On va dire, tu en parles à quel cercle facilement, et tu fais de la rétention d'informations à partir de quel cercle social, si tu vois ce que je veux dire? Bah là, le balancer en live, c'est pas forcément de la bonne rétention, si tu veux, mais ouais. En gros, tous mes proches savent que j'aime le tir sportif, que j'ai un abord assez prévoyant sur certaines questions. Je m'épanche pas avec mes collègues de boulot, c'est tout. Voilà. Ils savent que j'aime bien la nature parce que je suis prof d'SVT, mais ça s'arrête là.
Oui, parce que oui. En plus. C'est vrai que dans le contexte de l'éducation nationale, par exemple, c'est plutôt compliqué, je pense, à toi de me dire, d'aborder toutes ces activités un peu qu'en fait, une partie de la population appellera d'activités de beauf, en fait. Tu vois. Non, mais pour rentrer dans le vif du sujet. C'est exactement ça, c'est ça. C'est dans l'imaginaire. Si tu dis que tu fais du tir sportif, forcément, ouais, on imagine tout de suite un mec bedonnant avec la cigarette et déjà bourré au pastis à 10h du matin. Oui. Ouais, non, la question elle est un peu là. Et puis il y a aussi toute la vision qui est véhiculée par les médias, bien sûr. D'accord. Bon, on y reviendra après pour pas chevaucher de sujet. Je voulais savoir, Kernos, Fred, toi, comment tu gères la rétention d'informations autour de tes activités dans ton cercle social? Alors, en fait, j'ai pas forcément de rétention d'informations. Oui. On va dire, avec ma femme et mes enfants, je dois les bassiner avec. Et au-delà, j'en parle si les gens viennent à en discuter. Alors, je vais pas le cacher. Si le sujet de la conversation vient sur ce genre de thème, j'en parle. Si je vois que ça bloque, je passe à autre chose. Et puis sinon, j'hésite pas à en discuter. Même au travail, hein, j'ai des collègues qui sont assez curieux de ça et qui viennent me poser des questions. Donc avec eux, j'en parle librement. Et puis sinon, voilà. Après, je vais pas non plus le crier sur les toits, mais Tu lances des hameçons en fait et tu vois si ça mord. ouais, on peut dire ça. D'accord. C'est vrai que de ton côté, tu as en plus une approche qui est pas tellement avec l'étiquette de survivaliste. Toi, tu te définis peut-être plus comme citoyen prévoyant, comme tu disais tout à l'heure. Peut-être que ça facilite un petit peu plus aussi la communication par rapport à ces choses-là. Je sais pas, par exemple, au secourisme, par exemple, ou d'autres sujets. Ouais. Il y a forcément, je pense que ça joue aussi, puisque effectivement, il y a tout le côté, tout ce qui est la sphère des soins. Et aussi la sphère de préparation, mais on va pas dire comme on l'imagine dans le survivalisme, aller au fond des bois pour échapper à quelque chose, mais plus moi c'est la préparation du style comment évacuer correctement et aller par exemple prendre une bonne place dans un stade qui aura été mis à disposition pour suite à une catastrophe naturelle. On voit dernièrement les inondations qu'il y a eu dans pas mal d'endroits. Et donc on peut se retrouver assez vite hors de chez soi et actuellement c'est quoi? C'est un stade, une salle municipale et donc gérer au mieux cet aspect sans le vivre comme une catastrophe. Ok, donc plus l'aspect prepping, on va dire, s'il fallait faire une différence entre prepping et survivalisme. Ouais, plutôt ça, oui. Ok, et toi, Vic, qu'est-ce que tu caches à tes amis? Pardon. Donc moi, l'approche que j'ai un petit peu plus de mon côté, c'est-à-dire que en fait, j'essaye d'intégrer pas mal en gros de mes loisirs ou de mes centres d'intérêt qui en fait font complètement partie de ma vie, de mon quotidien. Et donc forcément ces choses-là, comme disait Alban tout à l'heure, on peut pas forcément les cacher et ça passe pour simplement nos loisirs et nos passions. Donc par exemple oui le bushcraft ou la randonnée ou le tir sportif dans mon cas, d'autres choses comme ça. Forcément font partie de la vie publique et des activités que chacun pourrait avoir. Et à côté de ça, il y a peut-être d'autres choses qui sont, dans ce cas-là, beaucoup moins mises en avant. Par exemple, typiquement le stock alimentaire, le stock de munitions, tout ce qui est un petit peu trait vraiment plus à l'organisation au domicile. Ça peut être des choses un petit peu plus discrètes. Et également tout ce qui peut être alors après c'est pas tellement mon cas, mais de l'ordre de la préparation, par exemple financière ou autre, ou de la dématérialisation, ou peut-être le genre de choses dont on pourrait peut-être plus nous parler. Sur ces choses-là, pareil, il y a une discrétion qui est totale. D'accord, donc tu fais une distinction claire entre à partir de quel cercle ne plus rien dire, quoi. Ouais, en gros, la vie publique où on va être en contact, où on peut être en contact avec d'autres personnes, forcément, que ce soit dans la nature ou au stand de tir. Et vraiment la vie privée et ce qu'on pense et ce qu'on fait et comment on s'organise, quoi. D'accord.
C'était pour un peu lancer le sujet. On voit que par rapport aux réponses, on a plusieurs éléments pour pouvoir digresser à partir, notamment avec ce qu'a dit Kernos. Et donc, quelqu'un veut rebondir là-dessus? Déjà, sur tout à l'heure, là, vous parliez de l'image du survivaliste. Mais c'est vrai que on imagine vite l'ancienne image du chasseur. Oui. Ouais. Hein, parce que le chasseur bedonnant et aviné, je dirais actuellement, il y a quand même beaucoup de jeunes chasseurs. Hein, et le monde de la chasse a l'air d'évoluer lentement, mais sûrement. Oui, il y a eu. C'est vrai que c'est le seul milieu du tir où en fait on voit pas mal de jeunes, on va dire, ils sont pas en majorité, mais il y a un certain renouvellement des licenciés, on va dire. Une dédicace à Argos qui est dans le chat. Salut Argos. Ouais, effectivement. Après, il y a peut-être d'autres domaines aussi où il y a une image qui reste quand même assez, sans même parler de renouvellement des âges, mais une bonne image du public. Donc, pas mal de sports, par exemple, qui peuvent parfaitement intégrer une préparation survivaliste. En fait, il y a énormément de sujets qui sont admis du grand public, pratiqués par le grand public et desquels il n'y a aucune mauvaise image. Tant est que les médias en font pas non plus une mauvaise promotion. Non, mais un de ces jours, on va nous dire que la course à pied, tu vois, l'endurance, c'est un sport de survivaliste nazi d'extrême droite. Tout simplement parce que tu vas essayer de courir le plus longtemps possible. On va te demander, mais pourquoi est-ce que vous courez? Le truc, c'est que très souvent, dans les images négatives qu'on véhicule sur les survivalistes, on oublie de préciser qu'on fait certaines choses pour le plaisir. Il faut toujours chercher une raison. Oui. Donc bientôt, on va t'expliquer que si tu veux courir un marathon, c'est juste pour pouvoir fuir face à une catastrophe ou face à des agresseurs, j'en sais rien. Mais ouais. Et donc c'est pour te sauver toi, et donc tu es un égoïste parce que tu vas pas. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Parce qu'il faut toujours coller une raison, tu vois. La fuite. Oui. Ou pareil pour le tir, par exemple. On peut très bien apprécier le tir pour ce qu'il est en tant que loisir, et puis que ça intègre en second plan un petit peu notre démarche de résilience, mais ça pourrait être perçu comme étant l'inverse. Ah, vous cherchez à faire du tir parce que vous souhaitez avoir des armes à la maison et uniquement pour ça, comme s'il n'y avait pas d'intérêt pour la discipline. Mais ça aborde un peu tu sais, la manière dont on présente les choses, parce que dire faire connaissance avec quelqu'un, ou alors un collègue de travail où tu vois, tu le connais, mais sans plus, tu le connais parce que tu es dans le même bureau que lui ou vous travaillez pour la même boîte. Des affinités, mais sans plus, un collègue, quoi. Il y en a beaucoup des gens comme ça dans la vie, où tu les connais, mais il n'y a pas de flamme entre guillemets entre vous, dans le sens où il n'y a pas une complicité particulière, vous n'êtes pas plus amis que ça, mais il n'y a pas non plus une répulsion particulière. Et c'est sûr que dire oui, alors moi j'ai 30 jours d'avance, je fais toujours en sorte d'avoir 30 jours de bouffe chez moi, j'ai un Glock 19, où je vais régulièrement à la chasse, dis d'un coup, tu dis ça comme ça, sans prévenir, fatalement le logiciel qui va tourner dans le citoyen moyen, bien au milieu de la courbe de Gauss, tu vois, de la population française, il va se dire, ah, il est un peu bizarre quand même, hein. Il est sympa, mais il est un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Il est sympa, mais je l'inviterai pas au réveillon. Et après, vas-y. Non, mais c'est ça, oui, typiquement, si on est un petit peu entre les deux, pour toutes les personnes qu'on peut côtoyer au quotidien, comme tu dis, qui sont ni des amis, ni des ennemis, il y a pas mal de sujets qu'on peut pas aborder si facilement, tant ils sortent un petit peu de l'ordinaire. Il y en a qui diront que par stratégie, au contraire, il ne faut rien dire par stratégie. Le fameux argument du voisin qui viendra toquer chez toi parce qu'il sait que tu te prépares, il te prenait pour un fou d'habitude, et là comme par hasard, il y a une rupture de la normalité à résoudre, et là comme par hasard, il vient chez toi parce que lui, il se moquait de toi avant, et là, il est là, quoi. Effectivement, la question de la discrétion relative à nos préparations, c'est vrai que c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus, Alban ou Carnos, comme vous voulez? Il y avait une émission là, il y a pas très longtemps, je me rappelle plus laquelle, mais par contre, ils avaient montré que lors des dernières catastrophes, il y avait eu sur certaines choses beaucoup d'entraide. Donc finalement, le côté je viens chez toi te piquer tes trucs parce que je sais que tu te prépares, je suis pas sûr que ce soit forcément ça. Si répandu que ça. TFH, on appelle ça, le putain de facteur humain.
Et c'est C'est vrai que ça me fait penser par exemple à, vous vous souvenez bien sûr de Saint-Martin, les émeutes, tout ça qu'il y a eu sur l'île là. Oui. Mhm. Et c'est vrai Il y a que eu plein de photos récemment. oui, et en fait, Oui. il y a eu des bandes organisées, il y a eu des pillages, oui, mais il y a aussi eu pas mal de voisins qui se sont organisés entre eux et qui limite se sont rencontrés pendant cette rupture de la normalité et se sont entendus pendant ce temps-là. Et donc il y a toujours, je pense que Kernos, ce que tu veux dire, et je suis d'accord avec toi, c'est que c'est jamais tout blanc, jamais tout noir. C'est que si t'es bien tombé, tu vas te trouver des alliés. Si t'es mal tombé, tu vas devoir t'en protéger. Ça, de toute façon, hein, c'est vrai dans tout ce qu'on fait. Donc c'est vrai qu'il faut temporiser le fait de dire, tu sais, il y a deux extrêmes, c'est ah, l'humain est merveilleux, je crois en l'humain, pas de violence, tout ça. Et il y a aussi ah, l'humain est un animal, le premier qui passe mon périmètre, j'allume. Et comme d'habitude, la réalité doit se situer à peu près au milieu de ça, quoi. Mais- Oh. Vas-y, vas-y. J'allais dire, en fait, moi j'aurais tendance plutôt à dire que je suis, enfin, j'ai pas d'affection particulière pour l'humain et l'humanité. Oui. Je pense que c'est vraiment, enfin, il y a beaucoup de choses négatives dans ça. Pour autant, je serais prêt à aller aider sur un accident, voilà, enfin, je me suis engagé chez les pompiers volontaires de notre village. Autant j'ai tout un côté qui dit que j'aime pas vraiment les gens, mais pour autant j'aurais voulu, enfin au départ je voulais faire militaire ou policier, donc c'est quand même un métier où on se dédie aux gens. Oui. Et pareil là sur les soins, les choses comme ça, c'est un métier où c'est une activité où on se dédie aux gens. Il y a beaucoup de Donc, social, ouais. Donc voilà, j'ai une ambivalence comme ça. C'est d'un côté, j'aime pas la société, mais de l'autre côté, je suis prêt à l'aider, quoi. Enfin, Tu sais qu'au fond de toi, un humain peut devenir un potentiel prédateur, mais tu sais qu'il peut aussi devenir, entre guillemets, ton meilleur ami. Ah, Oui. il nous a pas répondu. oui. Ok. Alban, Donc sur la question de Ouais. la- Alban, est-ce Oui, que tu as monté une équipe Ouais. de professeurs dans ta salle de prof? Bah, malheureusement non, mais par contre, tu vois, je Avec rebondis le sur ce que vient de dire Kernos, mais on est beaucoup dans le partage en fait, bah, notamment dans le milieu du bushcraft, tu vois, Oui. parce que finalement c'est une activité, comme je l'ai dit, hein, qui bénéficie d'une image assez bucolique. Oui. Donc c'est très facile de partager avec bah, un neveu, avec bah, des gens simplement qu'on croise dans la forêt. C'est très facile de partager avec des proches parce que il y a ce côté un petit peu Koh-Lanta, un petit peu Hollywood. Tu vois, les gens sont attirés vers ça. Donc on est aussi dans le social, dans le partage. Ouais, on peut dire que on n'est pas renfermé sur nous-mêmes, quoi. Oui, alors, en ce qui concerne le bushcraft versus le survivalisme, quand on voit actuellement certains programmes TV avec Mike Horn, tout ça, tous les tendances Koh-Lanta, tout ça, ça a certains succès parce que sinon ils auraient arrêté d'en faire parce que la télé répond à une demande de marché. Et disons que toi, le bushcraft colle plus à ça que le survivalisme est encore collé au bunker égoïste avec qui attend la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est très étonnant d'ailleurs parce qu'en fait, C'est très lié. Ouais, mais l'histoire du bonhomme qui est bunkérisé, armé jusqu'aux dents et derrière son stock de boîtes de conserve, finalement, c'est une caricature qui nous vient d'Hollywood, c'est tout. Et ça n'existe pas. Bah, on J'en peut ai dire que ça existe dans une très faible proportion. Mais très souvent, moi, ce que je dis aux gens qui disent que les survivalistes, ils se font peur, gros méchants, extrême droite, etc. Je leur demande, mais vous avez pas eu des grands-parents qui vivaient à la campagne? Des gens qui savaient faire des boîtes de conserve, qui avaient des clapiers à lapin, qui avaient un potager, un puits? C'est simplement ça, c'est une recherche d'autonomie. Et je pense que malheureusement, là, tout le mouvement survivaliste se fait un peu bouffer par... rien que par le mot, tu vois. Juste un mot qui est galvaudé et qui a été maltraité dans les médias, sur Internet, dans la littérature, à la télé. Et j'ai une question. Est-ce que le mot survivaliste, selon vous, est passé du côté de la novlangue? C'est-à-dire cette restructuration du langage pour y associer des idées clés pour manipuler les foules, entre guillemets? Pour moi, oui. Pour toi, oui. C'est vrai que survivaliste, c'est en East. Oui. Donc ça... Déjà, Ouais, tout ce qui est en East et en isme, oui. Ouais, déjà il y a un souci, quoi. Forcément, comme ça fait un petit peu le lien avec... Un survivaliste traditionnel qui appartient à la sphère xénophobe, complotiste. Voilà, c'est le genre de truc qu'on entend sur... C'est quelle radio, ça, au fait, Vic? France Culture, France donc avec Culture. vos impôts. Faut pas hésiter à faire de la pub. Faut pas hésiter à en parler.
Il faut pas hésiter à le rappeler à chaque fois. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu doctrine dans tout ce qui est en East, et l'image peut être un petit peu peut en être un petit peu abîmée, quoi. C'est vrai que du coup voilà, des termes comme citoyen prévoyant, comme personne résiliente, comme autonome, voilà, toutes ces choses-là vont avoir effectivement une bien meilleure image, et ça va mieux passer auprès de la population, aussi bien pour les idées de prévoyance que pour les idées d'autonomie ou de retour à la nature ou des choses comme ça, en fait. Après, voilà, il y a certaines thématiques qui sont un petit peu plus connotées, et puis desquelles le courant passe un petit peu moins bien. Tout ce qui est potager, pas de souci, c'est très apprécié du grand public, et puis dès qu'on commence à parler défense, il y a plus personne, quoi. Donc ça dépend aussi un petit peu du sujet. Même simplement, tu parles de potager, c'est très bobo, c'est très développement durable, mais dès que tu parles de clapier à lapin où il faut tuer l'animal et l'ouvrir, là ça change le registre, quoi. Ah, là on touche le point souvent bascule quand tu parles entre guillemets à la catégorie socio-professionnelle qu'on appelle vulgairement bobo. C'est quand on touche à manger de la viande. Ah! Voilà, c'est un petit peu ça, mais tu te rends compte en fait que dans ces disciplines-là, le point d'équilibre, tu vois, le point de pivot, il est quand même très fragile, très sensible. Parce que le côté bushcraft, je pense que selon moi, c'est le plus facile à en faire la publicité. Si on te pose des questions, qu'est-ce que tu aimes faire de tes week-ends? J'aime dans la forêt cueillir des fleurs et les manger. Et utiliser tout ce qui est autour de moi pour vivre dans la forêt, quoi. Ouais, mais faire du feu aussi, et le feu, c'est pas bien. Oui, alors là, on arrive à un niveau d'intolérance maximale. Mais je pense que c'est la plus socialement acceptable, comme on pourrait dire. Ouais, vas-y. Où ça va donner une image un petit peu, bon, pour certains, hein, un petit peu de personne originale, on va dire. Ah, d'accord, c'est ton délire, ok, Oui, il y a un aspect tu vas dans la forêt, d'accord. Il y a un aspect un peu écolo, quoi. Ah, tu aimes te faire geler les couilles en plein hiver sous la flotte, etc. Ouais, c'est ça. Avoir des tiques. Sur le côté bushcraft, moi je pense qu'il y a plus l'image revenir sur des racines, parce que le bushcraft, c'est contrairement à l'activité nature qui est la rando ou quelque chose comme ça. À la base, le bushcraft, c'est créer des choses avec la nature. Et on revient plus sur l'idée de nos grands-parents qui savaient cueillir un truc pour faire quelque chose avec, d'utile. Et de ce côté-là, je pense que alors pour les gens de ma génération, peut-être pas chez les jeunes, mais il y a un côté quand même sagesse des anciens, moi je trouve. Oui, exactement. Ouais. Retour à des paradigmes des grands-parents, comme tu dis. Pourquoi? Parce que, si je me trompe pas, c'est parce que principalement ils avaient connu la guerre et donc le manque. Ce que nous n'avons pas connu, nous, c'est tout à fait l'inverse. On vit dans une abondance. Ouais, c'est ça. Quand tu parlais de tuer le lapin pour le manger, moi très clairement, j'ai passé toutes mes vacances chez ma grand-mère qui était en campagne, et voilà, je la regardais tuer le lapin, tuer la poule. Comment elle faisait, c'est des choses. J'ai encore ces gestes en mémoire. D'ailleurs, je ferai sûrement une petite vidéo consacrée à ma grand-mère et à l'effet qu'elle a eu sur mon évolution et le fait de toucher un peu à ces milieux. Parce que tu avais quel âge quand, par exemple, tu as vu ta première poule se faire sacrifier pour te donner à manger, on va dire? T'avais quel âge? Depuis que je suis bébé, j'ai passé toutes mes vacances là-bas, mais les premières que je dois me rappeler, c'est, je sais pas, vers 10 ans, les premiers souvenirs de voir la grand-mère faire, et puis plus tard d'avoir aidé pour certaines choses, pour toucher quand on dépèce un lapin, en fait, je suppose que plein de gens s'en font toute une image. Mais en fait, enlever la peau, j'ai toujours trouvé que c'était hallucinant de simplicité, et comme ça s'enlevait comme ça, quoi. On enlève le pyjama. Voilà, c'est ça, ouais. Non, mais on a eu la même grand-mère, je crois. C'est possible.
Exactement. Moi, c'est ce que je raconte toujours quand on me demande, mais comment j'en suis venu au bushcraft, comment j'ai appris ça. C'est tout simplement quand j'étais petit, j'allais me balader avec ma grand-mère qui avait connu la guerre, les privations et qui s'est nourrie grâce aux plantes sauvages, quoi. Et c'est une bonne femme qui a appris à parler le français à 14 ans parce qu'elle était bretonne, dans le fin fond de la Bretagne, si vous voulez. Et voilà, c'est la sagesse de ma grand-mère que j'essaie de faire transparaître dans mes activités. Ouais. D'accord. Je pense que ouais, ceux qui ont eu la chance d'avoir des grands-parents un peu campagnards, il y a un aspect de privilège. Il y a ceux qui sont nés à la campagne et qui ont pu voir ça, et ceux qui sont nés en ville. Et ceux qui sont nés en ville n'ont souvent pas eu 100 pieds à terre à la campagne, je parle, ont souvent eu moins de contact avec ces choses-là, et naturellement, on éprouve une sorte de rejet, on va dire, ou comment on pourrait appeler ça on a du mal à... C'est un peu l'aspect de la mort dans la société aujourd'hui, que ce soit un animal ou un être vivant en général. Ouais. Où là, tu touches à ça, en fait, t'enlèves une vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus, que ce soit un petit lapin ou un humain, on pourrait nous en faire les mêmes scandales. Ou en tout cas, on essaye de nous en faire les mêmes scandales. C'est vrai qu'il y a une sacralisation il y a une sacralisation de la vie aujourd'hui qui est super importante et qui effectivement nous empêche de revenir sur ces préceptes de se faire sa nourriture soi-même, d'aller chasser. Alors voilà, chasser pas juste pour tuer, mais chasser pour manger, pour utiliser la peau, donc tout ça c'est des choses qui sont aujourd'hui mal vues, alors que pourtant ça a permis à des générations de survivre. C'est exact. C'est pas le seul sujet, mais c'est vrai qu'en l'espace d'une dizaine d'années, on a eu une bascule de l'opinion sur des actes qu'on pratiquait depuis des milliers d'années. Effectivement. En fait, ça fait peut-être le lien avec ce qu'Alex disait tout à l'heure, l'idée d'abondance qu'on a aujourd'hui, ce qui fait qu'effectivement, il y a des choses auxquelles on n'a plus forcément besoin aujourd'hui. C'est peut-être là-dessus qu'on peut être critiqué par des personnes qui ne comprennent pas forcément notre démarche, en fait, qui y voient juste quelque part l'idée voilà, de vouloir, comme disent certains sociologues, jouer à se faire peur ou redécouvrir des savoir-faire, mais pour le plaisir, quand on est dans une société d'abondance où au final il n'y a pas besoin de faire tout ça, il n'y a pas besoin d'élever ou de chasser ses propres animaux, et donc voilà, ça peut faire partie aussi, voilà, de ce qui peut donner une mauvaise image au survivalisme, justement par ce décalage entre la mentalité actuelle et un petit peu les valeurs à l'ancienne qu'on essaye de retrouver. Et c'est là tout le paradoxe, justement, avec on va dire le survivalisme au sens large, c'est que aujourd'hui, dans notre société où tout est tellement facile à avoir, mais tellement facile aussi à perdre, il suffit de pas grand-chose pour ne plus avoir accès. Et c'est là que c'est quand même bien de pouvoir savoir que oui, effectivement, c'est facile de tourner son robinet pour avoir de l'eau, mais que c'est aussi intéressant de savoir que je sais comment trouver de l'eau, comment la filtrer pour pouvoir l'utiliser. Ouais, tout à fait. J'ai une question pour recentrer le sujet sur justement l'aspect social des choses. Est-ce que vous avez déjà emmené avec vous quelqu'un qui est néophyte, qui ne connaît rien à l'activité, mais qui a manifesté un certain intérêt, et vous l'avez invité sur le terrain? Est-ce que vous avez déjà fait ça, que ce soit au stand de tir, en mode bushcraft, ou dans la forêt? Vous voyez ce que je veux dire, Alban? Oui, oui, assez régulièrement, ouais. Est-ce que ça s'est bien passé? Ça se passe toujours très bien à partir du moment où on explique aux gens, et notamment aux citadins. Ça s'est super bien passé. Ça se passe toujours très bien à partir du moment où tu expliques aux gens que la nature est neutre. C'est-à-dire qu'il faut pas la voir comme une menace, mais il faut pas croire non plus qu'elle est là pour t'aider. En fait, ce que tu dois absolument en tirer, c'est que tu as des connaissances et des compétences à acquérir sur le terrain, des choses qui ont été pratiquées pendant des milliers d'années, et que lorsque tu les mets en pratique, et ben finalement, oui, tu peux parvenir à obtenir du feu sans allumette, tu peux réussir à te confectionner un bon repas pour le soir. Il y a tout un tas de petites choses très simples à faire avec des enfants ou des adultes
Et je pense que justement, il faut pas avoir peur de faire découvrir ça, même à des gens qui sont un peu réfractaires à la nature à la base. Ok, donc toi, on peut dire que tu as réussi à convertir un nouvel initié dans la secte survivalisme. Ouais, des dizaines. D'accord, tu es un grand mage de la secte survivaliste. Et toi, Kernos, est-ce que tu as déjà fait découvrir à titre ludique dans un premier temps, mais dans un but d'initiation, tes activités à quelqu'un qui te semblait intéressé? Alors, surtout avec le tir, Oui. hein, j'ai le fils d'un bon ami à moi qui était curieux et donc voilà, je l'ai emmené et du coup, il a été assez intéressé. Je pense qu'il doit faire chier son père maintenant pour s'inscrire dans un club de tir. Merci, Kernos, merci. C'est que tu as bien fait ton travail. Ouais. Mais déjà, rien que mes enfants, c'est une chose que déjà pour leur montrer, parce que je voulais pas qu'il y ait j'ai des armes à la maison. Oui. Alors oui, elles sont dans un coffre, mais après, forcément, le coffre, il y a une clé quelque part, et je voulais pas que il y ait ce côté chose défendue qu'il faut aller chercher. Donc assez vite, j'ai montré aux enfants, je les ai emmenés au stand de tir, Oui. je leur ai montré, je leur ai fait tester, et du coup, j'ai ma plus grande des filles qui aime bien, du coup, elle aime bien aller tirer au fusil. Alors chose que maintenant, justement, faire découvrir le tir, ça va devenir difficile avec les avec les nouvelles lois, hein, puisque maintenant on peut, il faut s'y prendre longtemps à l'avance et puis on peut faire découvrir que le 22, on sait déjà bien le 22, c'est quand même un bon début pour un néophyte. Oui, sur le tir, j'ai amené plusieurs personnes, mais de toute façon, hein, dès que les gens commencent à montrer un petit intérêt, c'est comme l'a dit Gaëtan, hein, il l'a repris sur la vidéo là. Il dit c'est vrai que les films d'action où ça tire et où on utilise des armes, ça marche super. Oui. Donc, il y a quand même une fascination de l'arme. Ouais, c'est un peu le paradoxe. C'est le paradoxe du tir, ouais. Vas-y. Et donc du coup, les gens sont quand même d'un côté un peu fascinés par ça. Et sur une rencontre que j'avais organisée avec un ancien groupe qui s'appelait les Tactical Men, on a fait une matinée au stand de tir. Et dans le groupe, il y en avait un qui avait justement une réticence. Okay. Et le fait d'avoir tiré avec le groupe, dans le groupe, on avait quand même un policier qui était instructeur de tir. Oui. Et à la fin, le gars, il était du coup, il a trouvé que c'était, il avait pris du plaisir en fait. La révélation. Il avait pris du plaisir à tirer, alors qu'au départ, il avait quand même une petite appréhension et de base, il trouvait pas ça très bien. Et alors, est-ce que c'est un plaisir coupable de tirer ou pas? Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui, même quand ils sont au départ réfractaires, quand on leur fait découvrir, on va dire, en respectant toutes les règles de sécurité, hein, voilà, une arme, c'est qu'un objet, hein, voilà comment ça s'utilise. Assez vite, les gens, alors même si ils vont pas se dire oui, je vais m'inscrire et je vais pratiquer, mais du coup voilà, une fois de temps en temps ils peuvent dire ouais, c'était sympa, ça m'a bien plu quand même, et j'ai jamais eu quelqu'un qui a dit ah bah non, finalement c'est vraiment horrible, je veux plus y toucher. Du coup il va revoir son discours sur les armes, quoi. C'est possible, oui. Et donc c'est intéressant ce que tu dis, où il y a cette fascination pour les armes à feu, on le voit par rapport aux meilleurs films du box-office au cinéma. C'est souvent les meilleurs films, il y a de la pampan, il y a des armes et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, à l'inverse, pour une grande majorité des gens, en France, un antimilitarisme et une répulsion pour tout ce qui est armes à feu dans la vie quotidienne. Et ça j'arrive pas encore à l'expliquer pour l'instant. Ouais, sur l'antimilitarisme, j'ai aussi du mal à le percuter, dans le sens où on est quand même bien content qu'il soit là pour quand les choses vont mal. Oui. Et donc pourquoi de toute façon, c'est ce qu'on a pu voir aussi sur là tous les attentats qu'il y avait eu avec Charlie Hebdo et choses comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais
dès que ça a été fait, il y a eu des manifestations de soutien aux policiers en disant ouais, c'est super ce que vous avez fait, on est tous derrière vous. Mhm. Et 3 mois plus tard, on balance des cocktails Molotov sur la police, ils se font caillasser. Enfin voilà, c'est. Il y a Julien qui dit que dans le chat, l'antimilitarisme est un héritage de 68, en faisant référence à mai 68 en France, qui a été un tournant idéologique et culturel. Qu'est-ce que vous en pensez, Alban? Après, c'est aussi de par mon travail, c'est vrai que je suis confronté à cette notion, ce rapport à l'autorité. Et ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit l'auditeur là. D'accord. Mais c'est vrai que comme Kernos, je me l'explique pas parce que autant on a une sorte de complaisance vis-à-vis des agressions de flics, quoi. Enfin, c'est assez étonnant quand même de voir la surmédiatisation et puis après certaines excuses qui sont trouvées. Et puis d'un autre côté, ouais, on les place sur un piédestal lorsqu'ils se rendent utiles et que c'est visible, si vous voulez. Mm. Donc C'est dégueulasse, hein. c'est un peu dérangeant, ouais. Ouais. Ouais, exactement, Vol, ouais. Vic, qu'est-ce que t'en penses? Bah après que ce soit oui l'antimilitarisme ou en fait plein d'autres sujets de société, bien souvent quand on creuse un petit peu, même les gens eux-mêmes ne savent pas tellement pourquoi est-ce qu'ils sont pour ou pourquoi est-ce qu'ils sont contre. On peut avoir l'impression que pour la majorité des gens, ils sont pour ou contre des choses parce que c'est dans l'air du temps ou parce que voilà c'est ce qui serait bien de penser pour ne pas se faire exclure d'un groupe qui lui-même pense ça en fait. Et il y avait aussi... Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Oui, pas de souci. C'est ça quand la majorité des gens ont une idée à peu près voilà floue, mais en tout cas tranchée sur un sujet. Bon bah forcément c'est la majorité de la population, donc la plupart des gens s'y confortent quoi. Donc un coup c'est bien d'être pro-police et 3 mois après c'est bien d'être anti-police. Voilà, ça varie ça comme d'autres sujets. Hein. Ce que j'ajoute à ce que tu dis, c'est que c'était à un moment aussi pour faire référence aux attentats, à la mobilisation, et les manifestations pro-police, tout ça, c'était le moment du Je suis Charlie. Et Oui. tout le monde voulait être Charlie, la plupart. Et pour moi, ça, c'était dans le package. C'était dans le package. Ouais, voilà. C'était dans le package de Je suis Charlie, tu vois. C'est comme on a gagné la Coupe du Monde, je dois être content, tu vois. C'est un peu, c'est du même ordre pour moi. Ouais. Bah, c'est juste ça, ouais. C'est juste pour se faire bien voir et puis rester inclus dans un groupe qui pense la même chose. J'invite les auditeurs à lire du Oberton, par exemple, sur ces questions-là. Merci pour ton conseil. Ça y est, tu suicides le live. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est absolument fantastique. Ça aura des petits conseils de lecture, de la culture générale, c'est toujours enrichissant. Est-ce que tu aurais, en plus d'un conseil, une patate chaude à lancer? Oui, j'aurais une question pour vous trois, parce que pour le coup, vous saurez plus répondre à ces questions-là que moi. C'est comment vous avez commencé à aborder la question de la préparation, mais en tout cas de la résilience familiale auprès de vos conjointes ou amis respectifs. Lance la patate chaude. Eh ben, Alex, si tu veux. Alors, justement, c'était une des questions qui m'était venue pendant qu'on discutait, c'est on peut voir plusieurs sphères, on va dire, dans le cercle social, plusieurs cercles concentriques, on va dire. On va dire, si t'es en couple ou si t'as une famille, à ta famille directe, tu peux souvent pas cacher grand-chose de ce que tu fais au jour le jour parce qu'ils ont une bonne vision de ta vie, on va dire. Logiquement, on n'est pas censé, sauf si t'as une double vie. Mais il y a aussi le contexte de donc t'as une femme, donc il y a aussi sa sensibilité au niveau sociétal où il y a des choses plus ou moins, par exemple, tu es un lapin, il y en a pour qui ça passera en fonction de comment elle a été éduquée, il y en a pour qui ça sera un sacrilège en fonction de ce qu'elle pense. Et il y a aussi l'aspect, entre guillemets, séduction. Quand on recherche un partenaire, ça m'étonnerait qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on présente tout de suite salut, j'aime aller dans les bois, j'ai des armes et si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, tu vois. Et c'est là qu'on voit que les activités sont mal vues parce que pour moi, le contexte de séduction, il ne me concerne plus, on va dire, pas dans cette phase de vie, on va dire. Mais je me dis, si t'es pas capable de le présenter à quelqu'un que tu veux séduire, cette activité, c'est qu'en fait, c'est mal vu parce que la femme étant très conformatrice, je sais pas si ça existe, hein, Alban le professeur, tu me reprendras.
Mais je veux dire. Alors, il va falloir que je regarde dans le dictionnaire. Mais est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est que si c'est pas socialement acceptable, donc tu peux pas le dire après un rendez-vous Tinder pour parler comme les jeunes. Si tu veux pécho, voilà. Pour parler simplement. Pour parler comme les jeunes. Voilà, pour parler comme les jeunes. Ouais. Et donc, il y a ça. Après, il y a les amis. Les amis, ça va être surtout... L'avantage avec les amis, c'est que comme c'est tes amis, tu sais comment ils voient le monde à peu près. Donc tu vas pouvoir sentir, un peu comme dit Kernos, à force de mettre des hameçons et qui sont tes amis, t'as discuté longtemps avec eux, t'as une bonne idée de leur vision du monde. Tu vas te dire, bon bah, un tel, je sais que je peux y parler de ça, voire lui faire essayer une petite séance de tir. Un tel, je sais que c'est mort, on va s'engueuler, ça va lancer les débats, j'ai envie de passer un bon moment, je me tais, tu vois. Ouais. Et ou je le unfriend, hein, je le delete sur Facebook. Et après, t'as les collègues au travail. Alors là, t'as le statut professionnel. Et là, on rentre dans les mêmes problématiques que le premier rendez-vous de séduction, tu vois. De quoi va penser mon collègue? Quelle influence il a sur toi? Est-ce que peut-être qu'il est radicalement opposé à ta vision du monde, de fait, peut-être même politiquement? Et de ce cas-là, si tu lui donnes des signaux faibles que t'es chasseur, pour lui, il va dire gros beauf d'extrême droite et il va te bloquer dans tout. Ou à l'inverse. Et ça, c'est plus compliqué à gérer. Et après, t'as le public, mais je pense que publiquement, ça ne concerne que des gens qui publient du contenu comme vous et moi. Et là, t'as le choix d'être sous pseudo et de ne pas montrer ton visage. Voilà. Donc, en gros, en présentant ça, j'ai un peu dit comment je gérais les choses à mon niveau. Mais, globalement, la règle, c'est d'en dire le moins possible. Non pas par peur, c'est juste que je pense que il est bon de savoir catégoriser les moments, où j'ai des moments avec des gens qui savent ce que je fais à fond et on fait les mêmes activités. Le tir, le bushcraft, on dort dans la forêt, tout ça. Et il y a des moments où c'est vraiment du pur social, et là c'est de la détente, et j'ai pas envie de parler de fin du monde, ou d'activités, ou de saouler avec des activités. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Vic? Ouais, je veux bien ton état d'esprit. Je te laisse transmettre la patate chaude, comme tu dis. Oui, qui était... j'ai tellement digressé que j'aimerais que tu me la rappelles avec tes mots, s'il te plaît. Au départ, c'était comment est-ce que vous avez commencé à aborder ces questions-là auprès de vos conjointes ou de vos amis? Ouais. Kernos, comment tu as une famille, je suppose? Eh oui. J'entends, parce que on le sait, parce que avant le live, on a entendu des bruits, des choses. et comment t'as géré avec ta compagne, par exemple, dans le sens où est-ce qu'elle a bien pris les choses? Est-ce que t'as dû mettre en place une stratégie de manipulation sur le long terme, etc., pour faire accepter tout ça? Alors déjà, je suis très peu dans la manipulation. D'accord. Je suis plutôt frontal. Oui. Et on prend ou on prend pas. En ce qui concerne comment j'ai amené les choses, en fait, je pourrais pas dire que je les ai amenées vraiment. C'est depuis toujours en fait. J'ai toujours eu un couteau sur moi. J'ai toujours eu des petites affaires comme ça. Alors à l'époque, je savais pas qu'on pouvait appeler ça un EDC. Oui, c'est conceptuel maintenant. Mais voilà, en fait, c'est venu tout seul. Disons quand j'ai toujours été un peu comme ça. Donc ma femme, hein, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Ouais, j'étais pas donc en fait, voilà, elle m'a connu avec voilà, le couteau à la ceinture, quelques affaires dans les poches, et puis c'est vrai que petit à petit c'est venu avec ça a augmenté, j'ai plus conceptualisé les choses, mais ça s'est fait, on va dire, naturellement. C'est pas j'ai pas eu à l'amener et à le présenter. C'est fondamentalement ça faisait déjà partie de ta personnalité, on va dire. C'est ça. Ok. Et toi, Alban, excuse-moi, vas-y, fini. Et pour les amis, bah, c'est un peu pareil. Hein. En fait, j'ai assez peu d'amis. Mais par contre, les amis que j'ai, c'est des amis que j'ai depuis très longtemps. Et donc, du coup, ça s'est fait de la même façon. On s'est connus parce qu'on avait voilà, des thèmes. Avec certains, j'ai fait des jeux de rôle. Avec d'autres, j'ai fait du sport. Et donc, c'est ça qui a déclenché le lien. Et puis après, comme avec ma femme, le fait de se fréquenter, et c'est l'évolution des choses où en parlant des trucs, en disant tiens,
Tu vois, maintenant, j'ai toujours ça sur moi, ou alors à l'occasion d'une sortie, en disant voilà, à des gosses, parce que bon, comme dit, je suis quand même un peu plus vieux que tout le monde, je pense. Donc, ma sphère d'amis, on est tous parents de un ou plusieurs enfants. Et voilà, il y en a un qui tombe, moi tout de suite, hop, j'ai ce qu'il faut pour le désinfecter, pour faire le pansement et tout ça. Ça, donc du coup, ça s'engraine comme ça dans les événements de la vie, ce qui fait que j'ai pas vraiment à l'amener d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui serait plus à faire si je devais le présenter à des gens que je connais pas vraiment. Oui, aujourd'hui, c'est une normalité, en fait. Ça fait partie du quotidien. C'est ça. Ouais. Okay. Et j'ai une petite question curieuse. C'était quoi comme jeu de rôle que tu jouais avant? J'ai fait essentiellement du Donjons et Dragons. Ah, bon, je m'en doutais. C'était pour savoir. Ok. Moi aussi, j'en ai fait, c'est pour ça. Alban, peut-être? Ouais, moi c'est comme Kernos. Quand j'ai rencontré ma femme, ça s'est fait tout seul au niveau bushcraft parce que ça faisait partie de ma personnalité et de mes loisirs. Donc forcément, on est vite amené à les partager. En ce qui concerne mes amis, j'ai quelques amis que j'ai gardés du collège. Donc tu vois, je les ai depuis longtemps et donc on a chacun évolué de notre côté. Et ils savent que j'aime bien aller dans les bois, même si bon, eux ça les fait un peu marrer. Et mais voilà, mais il y a pas de jugement dessus. Et par contre, c'est vrai que j'ai un côté un peu taquin, donc des fois au boulot, j'aime bien glisser une ou deux torpilles un peu détournées quand on me parle de bushcraft et de survivalisme. Donc voilà, c'est juste c'est pour rigoler de temps en temps, j'aime bien troller. Tu as implémenté les mimes dans ta vie au quotidien? Ah ouais, parfaitement. D'accord. Avec les élèves. Faut dire que le contexte de l'éducation nationale doit te permettre des opportunités où si tu pouvais filmer, tu nous ferais bien marrer. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on est quand même avec. On en a parlé tout à l'heure, des gens qui ont des avis sur beaucoup de choses, mais qui finalement ne savent pas pourquoi. Et il suffit de leur démontrer par A plus B, des fois j'explique, le tir sportif, pour moi, c'est de la méditation. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'il faut tellement se concentrer, aligner ses organes de visée, etc., que pour moi, c'est un moment de relaxation. En fait. Le tir de précision, c'est une forme de méditation. C'est exactement ça. Et à partir du moment où tu arrives à expliquer que tu peux prendre du plaisir à méditer, à faire le vide dans ton esprit, à être maître de ton doigt sur la gâchette, là, finalement, tu mets les gens face à leurs contradictions qui pensent que c'est comme dans les films hollywoodiens et que on tire dans tous les coins, on fait des cabrioles. Ils s'imaginent le film de John Woo, quoi. Et c'est absolument fantastique. La concentration au niveau du tir, c'est un des axes de communication de la FFT. Oui, justement, ouais. C'est exactement ça. Et pareil, il y a un côté méditatif aussi, aller dans les bois, tu vois, allumer ton propre feu, faire ta petite tisane avec les feuilles que tu as trouvées sur le chemin. Et je trouve que ça aussi, c'est un côté qui est très important à valoriser parce que les gens s'imaginent très vite que le bushcraft, c'est Koh-Lanta, c'est Hollywood, c'est ce que vous voulez, c'est Bear Grylls, quoi. Ouais, c'est Bear Grylls, ouais. Alors qu'on n'est pas là en train de boire notre pipi. Est-ce que tu as testé? Des conseils? Écoute, non, j'ai pas testé, mais j'ai une théorie scientifique là-dessus. On pourra en reparler. Pour rebondir sur ce que tu dis, Alban, et ce que je viens de voir passer dans le chat, est-ce que ça pose pas un problème? Quand on parle du tir, on parle de parler méditation. Quand on parle bushcraft, on parle cueillir des pissenlits et caresser des lapins. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, un danger, entre guillemets, à trop lisser les coins au point d'en faire une sphère? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un souci de vouloir trop, on va dire, lisser l'activité survivalisme et qu'au final, ça la transforme sur le long terme parce que les mecs vont rentrer dedans en ayant une vision du truc qui est en fait, on leur a vendu que le bon côté pour être pas passé pour un gros beauf marginal dans la conversation. Et au final, le message se répand et ça y est, tu as des nouveaux apprentis survivalistes qui sont rentrés avec le message de le tir c'est la méditation, le bushcraft c'est caresser l'herbe et attendre les lapins. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tout nu alors. Oui, voilà, donc tu voyez ce que je veux dire ou pas? À force de vouloir dédramatiser pour faire passer ça, on va dire, dans la cible du bobo parisien, pour parler simplement et faire des caricatures.
est-ce qu'au final, au long terme, on ne se dessert pas et on ne dénature pas l'activité en elle-même? Vic, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que très longtemps j'ai essayé de donner une bonne image, de dire oui effectivement le bushcraft c'est contemplatif, c'est apaisant. Les étoiles, Les étoiles, dormir avec le bruit du vent. les marshmallows sur le feu. Voilà. Les marshmallows vegan, voilà. Et en fait maintenant, non, je suis parti en mode gros beauf dans l'ensemble de mon contenu. Redneck français. Le redneck français, c'est tout à fait ça. Et D'ailleurs, j'avais en fait, proposé ça comme titre d'émission. Survivaliste, le redneck français, pour l'interrogation. on le fera sûrement un de ces quatre, celui-là. Ouais. Et pour introduire un petit peu le sujet et pour faire le lien avec l'idée d'image, c'est que effectivement aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Si je veux parler de flingues et d'éclater des trucs, je le fais. Si je veux parler de camouflage ou de dormir comme un gros souillon dans la forêt, tu vois, je le fais aussi. Et fais gaffe, tu vas finir par exploser des cibles de licorne à la Code Reno dans tes vidéos. Non mais voilà, en fait, il y a au bout d'un moment essayer de lisser un petit peu l'image du truc et effectivement ça peut dénaturer. Donc autant garder sa liberté et puis faire ce qu'on a envie, quoi. Ok, Kernos, t'en penses quoi? Moi je suis pas tout à fait d'accord sur le côté de dénaturer les choses, parce que en fait c'est juste comme beaucoup de choses, c'est un aspect. Oui, voilà. Personnellement j'ai fait pas mal de karaté Kyokushinkai. Donc, c'est un style de karaté où le combat c'est au KO. Contrairement au style traditionnel où c'est la touche, le combat est arrêté et on dit un tel a marqué 1 point ou 2 points parce qu'il a fait telle touche. Là c'est comme de la boxe thaï pratiquement, hein, sauf que les coups au visage sont avec les poings sont interdits, sachant qu'on combat point nu, hein, on n'a pas de gants de protection. Okay. Et le but c'est de mettre l'adversaire KO. Mais c'est du karaté. Donc ça veut dire que quand les gens viennent s'inscrire, ils s'inscrivent. Donc pour certains, ils s'inscrivent à un sport. Ils font pas ce type de combat. Ils font le karaté comme l'image d'Épinal qu'on en a. Et après, l'autre aspect, c'est que c'est quand on va augmenter sa connaissance dans la discipline, on va peut-être se dire, effectivement, le fait d'aller au combat et de voir en mettant des coups à pleine puissance, sans protection de main et où on peut se faire péter une côte si on ne fait pas attention, on va dire d'un côté, c'est un côté violent de l'art, mais ça en fait partie. Et je pense que pour le bushcraft, pour le survivalisme, c'est comme tout. Tout dépend jusqu'à quel point on a envie de monter et de se donner dans la discipline. D'accord. Et ça va être vrai pour plein de choses, hein. Le tir, voilà, c'est soit on veut faire du tir tir olympique, bras franc de papy et faire juste un trou dans la cible le mieux possible, ou on va vouloir faire du un peu plus dynamique, tirer sur les gongs. Déjà, il n'y a plus le côté faire de la mosaïque sur une tablette de 10 cm sur 10, on peut faire déjà des jolies choses. Et puis quand on se prend dans le jeu et que voilà, on se dit tiens, il y a un mur de la maison là, je verrais bien une mosaïque dessus. Et ça devient beaucoup plus ça devient plus difficile, ça devient il faut maîtriser plus de choses et dans tout ce qu'on fait, je pense qu'il y a ce côté. Soit on commence et on effleure et on peut trouver quelque chose de gentillet, et plus on va dans la discipline et plus on va découvrir des choses, et ça c'est vrai pour le survivalisme comme pour des choses de la vie courante. Ouais, alors je voudrais juste rebondir dessus parce que moi je suis pas d'accord avec Vic justement.
Moi, j'insiste vraiment sur la notion de plaisir. Et c'est pas se mentir à soi-même, quelque part, si on arrive à prendre du plaisir dans une activité aussi simple que le bushcraft. Et j'étais assez d'accord avec la première partie du propos de Carnos, mais moi, j'irais à l'inverse pour sa seconde partie, c'est-à-dire que, tu vois, moi, quand je suis venu au bushcraft, j'étais équipé de plein de matériel et tout, tu vois, la hache, la scie, machin, le tarp, le truc muche. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas besoin de tout ça pour profiter du bushcraft et que le raffinement suprême du bushcraft, c'était justement de se passer de tout ce matériel-là. Et c'est comme ça que j'en suis venu à la navigation naturelle, puisque en fait, c'est comment s'orienter sans boussole, sans GPS. Et en gros, c'est simplement observer son environnement et contempler. Et je trouve que c'est une dimension qui, moi, me correspond mieux maintenant que je suis un petit peu plus expérimenté. Et c'est pas pour astiquer mon L'Oréal, mais c'est juste pour dire maintenant que je suis un petit peu plus sage dans la discipline. C'est-à-dire que je suis moins Hollywood avec tu vois 10 tonnes de matos, avec cette confusion un peu dans l'esprit que le bushcraft et la survie qu'on voit à la télé, c'est la même chose. Donc quelque part, on peut vendre aussi l'image un peu gentille de Boy Scout, même en étant expérimenté, tu vois. Je pense que dans le bushcraft et dans tout ce qui est nature, en fait, c'est un peu l'inverse parce que de base, les gens vont commencer à vouloir venir avec un maximum de choses. Et c'est là que plus on va s'avancer, plus on va s'aguerrir, qu'on va se rendre compte qu'on peut se passer de pratiquement tout. C'est ça. Oui. Et justement, comme tu disais, après, ça dépend aussi de l'optique. C'est-à-dire que moi, je fais ça pour mon plaisir, c'est uniquement parce que ça me plaît, parce que j'aime me balader sous la pluie dans la forêt, quoi, tu vois. Mais d'autres personnes pourraient y voir un moyen de résilience, un moyen de se préparer à une catastrophe. Et comme tu dis, le bushcraft, plus t'es expérimenté, plus t'y vas léger. Bah, en gros, c'est ça, hein, c'est plus t'en sais, moins t'as besoin de matos. Ok. Le FS du bushcraft. Voilà. Et je vous propose de passer aux questions pour cette dernière partie, puisqu'on veut que le live tienne dans un format 1 heure. Donc je vais lancer le petit jingle question. C'est parti. Voilà, donc Vic, est-ce que tu as repéré quelques questions intéressantes dans le cadre de cette conversation ? Alors là dans l'immédiat, pas encore, donc je vous invite à poser vos questions pour nos invités. C'est le moment. Si vous avez des nouvelles questions. Alors moi je dois vous dire que j'ai absolument pas lu ce qui se passait sur le chat pendant qu'on discutait. Oui, pas de souci. Moi pareil, j'alternais un petit peu entre les deux, mais c'est vrai que c'est compliqué de suivre un petit peu tout ce qui peut sortir sur le chat. Oui, globalement. N'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet un peu, au moins dans les grands axes de l'aspect social, de comment présenter ces activités outdoor plus ou moins reliées au survivalisme, etc. Je pense qu'on a pas mal digressé, mais... Comme d'habitude. On n'a pas parlé de la vision du survivaliste en sociologie. Ah oui. Qui a lu ? J'ai lu, d'ailleurs, j'ai mes notes, faut que je fasse la vidéo résumé du livre. Bon. Ah, tu l'as lu le bouquin de Bertrand ? Alors pour résumer, si on parle du livre Survivalisme de l'auteur dont j'ai oublié le nom, qui peut le citer ? Bertrand Vidal. Oui, qui a le pauvre et s'est fait trucider avant même que son livre ne sorte. Et ben figurez-vous, Pierrot voulait lui envoyer les avocats avant même que le bouquin sorte. Oui, c'était un peu ça. Et ben figurez-vous que finalement, un instant, je pense que Pierrot venait de quelque chose. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio dans ma Benz. Voilà. Pour resituer, je l'ai lu. Je m'attendais à quelque chose de très, anti-survivalisme. Vous savez, en remontant dans les origines obscures, tout ça, la tranche de la population concernée, tout ça. Et finalement, j'ai trouvé ça assez objectif par rapport et assez documenté en données, dans le sens où on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais la trame principale, je suis OK avec ce qu'il a dit, et il a les données. C'est juste son interprétation des données. Et globalement, je pense qu'il a cerné le truc. Après... Pour certains points, il y a des biais idéologiques, je pense, mais comme tout sociologue officiel, et non pas youtubien. Et voilà, c'était plutôt une bonne lecture et j'en ai pris plein de notes pour en faire une vidéo qui n'est toujours pas dehors, comme vous pouvez le constater. Je vais me faire fouetter, mais
Bon, finalement plutôt pas mal, et apparemment même Piero San Giorgio a dit qu'il l'a lu et finalement voilà. Ça Il en, passe. a même dit du bien, je crois, il voulait le rencontrer. Ah ouais. Ouais. Bon bah à voir alors. Comme quoi. Les Alors, on a une préjugés. première question de. Oui, comme quoi les préjugés. Hein. Bon, il a dû jouer pas mal là-dessus quand même, Vidal, pour se faire la pub aussi. Hein. Ouais, Son business plan était pas mal, c'est juste qu'il était un petit peu mensonger. Ouais, bah ouais. Bah, en même temps, il est obligé aussi d'en dire du mal pour se faire inviter dans certains médias. Yes. Ouais, donc on a une première question de Argos. Salut à toi. Enfin, Alors, qui nous dit: un de mes techniciens vient de découvrir ma chaîne. La catastrophe. Est-ce que dans votre entourage professionnel ça vous est arrivé et comment vous le gérez? Ah, c'est Argos qui dit ça? Ouais, c'est Argos. D'accord, un technicien. Ah oui, d'accord, oui, je resitue par rapport à son métier. Oui, bah, oui. je vais En gros, t'envoyer. un collègue ou voilà. Tu vas oui, sur un collègue. Tu vas sur Google, tu tapes lettre de démission PDF et après. Non, je rigole. Et c'est vrai que c'est tendu. Personnellement, j'ai toujours fait très attention de ce côté-là et j'ai pas eu à vivre ça. Et j'en suis plutôt, on va dire, content et pourvu que ça dure. Moi, j'ai un collègue qui est venu une fois. Alors, ça faisait déjà quelques semaines là. C'était un nouveau qu'on se côtoyait. Et d'un coup, il débarque vers moi en me disant: « mais c'est toi qui as la chaîne Et voilà. Après, il était tout content de m'avoir reconnu sur la chaîne. Et puis après, on en a plus parlé. Et toi, Alban, en salle des profs, on t'a déjà fait une remarque ou pas? Ouais, mais en fait, les remarques, elles viennent plus rapidement des élèves. Parce qu'ils ont la oui, ils sont plus connectés. Ouais. Tape le nom des profs au début d'année dans Google, et puis forcément, j'avais jamais pensé à prendre un pseudo. Faites des listes. Ouais, c'est ça. Mais après, bon, je m'en cache pas, parce que, comme je l'ai dit, voilà, c'est une activité de Boy Scout, c'est plutôt sympa, et ça permet justement d'engager la conversation avec les élèves, du coup. Et les élèves, ils aiment plutôt bien ce que tu fais, ou globalement, c'est bien accueilli? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, tu vois, tu saupoudres un petit peu de temps en temps dans les cours. Comme, bon, je suis prof de SVT, hein, pour préciser. Donc, forcément, la nature, les arbres, les petites fleurs, les petits oiseaux, tout ça, c'est un peu mon dada. Donc, ouais, j'essaie de saupoudrer de temps en temps tout au long de l'année. Et dans l'ensemble, ça se passe super bien. Ouais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, avec les collègues, bon, c'est plus comment dire, c'est une approche un peu plus rigolote, comme disait Carnos, quoi. C'est un peu plus du ah ouais, tu vas dans la forêt te geler les miches en plein hiver, c'est marrant. T'es à la retraite maintenant, vas-y, c'est cool, tu peux aller au Cinoche tous les jours. Et toi, Vic, est-ce que tu t'es déjà fait griller bien que tu ne montres pas ton visage? Alors, est-ce que je me suis déjà fait griller? Je réfléchis dans mon entourage. À part au salon du survivalisme. Au salon, même a posteriori. Plus. D'accord. Sur place, ça a été. Ouais. Ça a été. D'ailleurs, je t'avais même croisé en sortant des chiottes sans que tu me remettes. Quelle sortie! Quelle entrée en matière! Ouais. Le début de grands projets. Ah putain. Mais sinon, moi pour le coup, je suis assez discret par rapport à tout ça, donc j'ai jamais eu trop de soucis. Mais pourquoi tu ne montres pas ton visage? Il demande. Et bah justement, pour pas être emmerdé à ce niveau-là. Et pour le coup, pour l'instant, ça a plutôt bien marché. Ok. Il y a une question dans le chat qui dit Alban, tape-moi fort sur tes touches. Ah là, j'ai vraiment une frappe lourde. Énervé, là. Tu corrigeras tes copies après, putain. Je suis traumatisé du paquet de l'après-midi. Fait des appréciations là. Le survivalisme est-il la seule réponse à l'anxiété du moment dans nos sociétés? Alban, c'est à toi. Une question de Jérémy. Putain, je viens de couper mon micro pour pouvoir taper justement. Excuse-moi, tu peux répéter la question? Le survivalisme est-il la seule réponse à l'anxiété du moment dans nos sociétés? Ah, excellente question. Il y a ça ou l'alcool. On vit dans un monde qui est extrêmement anxiogène. Et même les gens qui sont opposés au survivalisme le reconnaissent. Ça, mais sinon, c'est vrai qu'il y a le Tranxène ou le Valium. Hein, sinon. Mais en gros, que ce soit le survivalisme ou autre chose, mais en tout cas, c'est le passage à l'action, quoi. Pas rester seul face à. C'est ça. Et je pense son anxiété face à la vie. Je pense que les gens ont beaucoup de mal à, entre guillemets, se sortir les doigts et essayer de produire des solutions. On reste trop face aux problèmes, on reste ruminer ces problèmes
Ok. Je pense qu'il y a un moment, il faut se réveiller et y aller, quoi. Carnos, Je pense que c'est la méditation par le Glock 17. Ouais. Non, mais oui, tous les gens qui vont en salle de sport, trucs comme ça, c'est aussi pour certains, pour libérer une angoisse ou un que sais-je de ça, là. D'accord. Et je vais... Mais Vas-y. pas forcément, enfin, ce que je veux dire, c'est pas forcément le survivalisme. Je pense que les gens vont se libérer de leurs angoisses pour certains, aller au ciné, aller en salle de sport, aller se balader en nature. C'est une façon d'éloigner cette angoisse. D'accord. Vic, tu nous as un peu répondu, tu t'es auto-spoilé en rebondissant à Alban, tu veux peut-être répéter? Je rebondissais dessus. Non, bah du coup, c'est bon, j'ai fait le tour de ma réponse, je pense. Et moi, je vais essayer d'ajouter un bout de pierre à cette réponse. Je pense que il y a la méditation. La méditation, ça fait très, je porte des sarouels, je vais en Inde, tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a une vraie science derrière. C'est reconnu par la science à condition de bien le faire et de pas tomber avec des gourous. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas à croire en Shiva pour que ça fonctionne, hein. C'est juste une question de respiration et de concentration. D'ailleurs, je conseille le livre La cohérence cardiaque pour commencer, parce que ça fait une approche scientifique des vrais effets de la méditation, avec un programme 3 fois par jour, 6 fois par minute, tout ça, et pendant... Bref, vous verrez. C'est un petit livre qui coûte moins de 10 €, donc La cohérence cardiaque. Et il y a tout ce qu'on appelle aussi mindfulness, mais pareil, à y aller doucement parce qu'il y a beaucoup de gourous, c'est très imprégné de gauchisme, entre guillemets, et des fois, il y a un peu du bullshit, quoi. Et Mais à savoir que la méditation, intrinsèquement, c'est prouvé, on le sait, ça fonctionne et ça fait énormément de bien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un énorme avantage de maîtriser son esprit dans justement cette société qui est trop, quoi, qui est trop tout. Voilà. Vic, peut-être une autre question que tu as relevée? Tout à fait, il y a une excellente question de Fab25. Comment voyez-vous le survivalisme dans quelques années? Y aura-t-il une évolution de cette philosophie? Oui, très clairement. Okay. Ouais. Est-ce que tu veux développer un petit peu, Carlos? C'est obligatoire, oui. Bah, quand on voit comment on avance dans les choses, hein, tout le dérèglement climatique, de plus en plus il y a de plus en plus de catastrophes, hein, les inondations, les vents, les machins. Le fait que la population va que en s'agrandissant, donc forcément, au bout d'un moment, on aura des manques, hein. Et donc forcément, avec tout ça, le survivalisme va devenir quelque chose, alors qu'on l'appelle comme ça ou pas, hein, mais on va y venir naturellement pour plusieurs choses, je pense. Vous imaginez, vous, si on paye pas nos taxes, on est mis dans une cage comme des animaux qu'on la rage. Alban? Ouais, je pense que dans les prochaines années, il va y avoir un sérieux tournant. D'ailleurs, en fait, il aurait déjà dû être engagé. On nous bassine depuis des dizaines d'années avec le changement climatique, la pollution, les déchets plastiques, les perturbateurs endocriniens, etc. Mais bon sang, ouvrez les yeux, quoi. La solution, elle est face à vous. Pour le moment, ça s'appelle survivalisme, dans le sens où on peut trouver des solutions pour récupérer de l'eau de pluie, pour gérer ses déchets, pour limiter son bilan carbone. Tous ces petits trucs-là qui sont si bien vus dans les médias et qui pourtant, dès qu'on les appelle survivalisme, sont empreints de négativité. Donc je pense que très vite, on va avoir un changement sur la mentalité. Et finalement, les gens qui cultivent leur potager, qui essayent de faire chauffer leur eau avec des panneaux solaires, etc., qui recyclent l'eau de pluie, finalement, on se rendra compte que ils étaient pas si tarés que ça, quoi. D'accord. Vic? Ouais, j'ai un petit peu la même vision du truc. Dans les prochaines années, on aura sûrement de plus en plus comme ça de démarches de recherche d'autonomie familiale, parce que face tous les problèmes qu'on risque de voir venir à l'avenir, forcément, ça va être probablement la meilleure stratégie individuelle. Les stratégies collectives ayant malheureusement pas un impact si rapide pour mettre à l'abri sa famille et ses proches.
Donc moi je verrais bien ça effectivement à l'avenir de plus en plus entre guillemets, de plus en plus de survivalistes dans les temps à venir. Et parallèlement à ça, forcément un développement majeur de cette sous-culture-là. Donc par exemple comme le salon du survivalisme ou le magazine Survival qui sont un petit peu les précurseurs, ou certaines émissions de télé, peu importe, mais en gros toute cette sous-culture-là qui continuera à se développer sans un but d'utilisation de cette sous-culture-là ou également dans un but vraiment d'aider la communauté ou dans un but commercial également. Et quand on pense au final, c'est quoi? C'est se préparer au monde qui vient. Et quand on pense à ça, quelles sont les différences entre un zadiste et un survivaliste? Parce qu'au final, c'est deux volontés de vie alternatives qui vont pour se préparer avec les prochains mondes qui viennent et les conditions qui arrivent. L'étiquette politique qu'on leur colle dans les médias. Sans doute, Non, enfin, il y a, alors peut-être, mais sinon, les zadistes s'opposent clairement à la loi. Je dirais, ils occupent des terrains qui ne sont pas à eux. Donc, rien que ça, voilà. Survivaliste, on va dire, c'est te débrouiller avec ce que tu peux. Les zadistes, c'est piller la propriété des autres. En fait, c'est ça qu'ils font. Hein. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de vision du monde, que ça soit un zadiste ou un survivaliste, leur point commun, c'est qu'ils savent que les cartes vont être redistribuées et il faut se préparer à la suite. Allô? Je sais pas s'il y a... Ouais. je réfléchissais en même temps. Je sais pas s'il y a vraiment une... Après, j'ai peut-être pas le retour vraiment de l'état d'esprit moyen. Rien à branler de ce que vous mettez dedans. Mais je sais pas s'il y a vraiment l'idée de se préparer à l'avenir parce qu'il y aura un grand changement. De vivre autrement. Ouais, de vivre autrement dans l'instant présent. Parce que je pense qu'ils se doutent bien qu'en occupant des terres illégalement et en construisant des projets, des modes de vie alternatifs de manière illégale, que ça sera pas éternel et durable comme on peut le rechercher dans certaines stratégies survivalistes. Donc selon toi, une des différences entre un zadiste et un survivaliste, et là bien sûr on parle en notre nom et dans notre petite conversation, bien sûr on ne dit pas que c'est la norme, selon toi un zadiste se projette pas dans le futur, alors que le survivaliste va plus se projeter dans le futur, on va dire. Peut-être que le zadiste se projette dans le futur sur le plan de certaines stratégies du quotidien. Je sais pas, l'autonomie alimentaire, hydrique, l'organisation communautaire sur le plan de la logistique, de la santé par exemple, enfin, tous ces aspects-là. Mais il y a tellement un rejet de la société qu'il y a peut-être plus la conscience justement de la menace que fait peser la société sur ces projets-là, parce que voilà, si c'est illégalement et en occupant des terrains, forcément au bout d'un moment t'as 3/4 de CRS qui viennent casser les cabanes et que le beau projet de vie autonome vole en éclats, quoi. Alors que dans beaucoup de stratégies survivalistes y ressemblant beaucoup, que ce soit familial ou communautaire, ça s'organisera sur des terrains légaux et donc forcément il y aura un système beaucoup plus durable. Donc il y a une différence dans la notion de propriété, on va dire. Oui, après elle est sûrement politique. Voilà. Et comme on arrive à la frontière du politique, on va changer de sujet. Je voulais juste ajouter un truc, c'est que des fois quand même les zadistes ont une vision du futur en groupe. Une ZAD, ça s'installe pas du jour au lendemain sur un terrain lambda. C'est qu'il y a une volonté de défendre un terrain dans un cadre écologique, voire économique. Là, actuellement, il y a une grosse ZAD, il me semble, dans l'est de la France, du côté de Bure, pour lutter contre l'installation d'un site de stockage de déchets nucléaires. Donc, il y a quand même une vision du futur, mais un futur qui est peut-être aussi un peu plus lointain. C'est le futur qu'on veut léguer à nos enfants, quoi. Ouais. Oui. Quand tu parles de grosses ZAD, tu parles de la Bretagne. T'inquiète pas, ça va bien se passer, tu seras bien reçu. Bon, j'ai envie de dire, c'était un peu le mot de clôture. S'il n'y a pas d'autres questions, pour respecter le format d'environ 1 heure, et si vous n'avez rien à ajouter, je te propose, Vic, de faire le tour de fermeture pour les invités.
Tout à fait. Je vous invite effectivement les gars à vous représenter une dernière fois pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, représenter un petit peu vos projets actuels et vos projets futurs par exemple. Alban, si tu veux. Donc moi c'était Alban Cambe, je gère la chaîne Nature Aventure Survie, dans laquelle j'essaye de présenter le bushcraft sous un angle naturaliste. Donc j'essaye toujours de mettre... Naturiste. Non, j'en suis pas encore venu là, parce que déjà je montre pas mon visage, mais bon, je vais essayer de pas montrer les autres parties non plus. Non, sur un angle naturaliste, parce que j'essaye de remettre vraiment la ressource naturelle au premier plan. Là où des fois on peut mettre l'outil ou du moins l'humain au premier plan. Donc voilà, dans les projets, je n'ai pas projeté de suicider ma chaîne, contrairement à ce que certains pensent. Je promets que je vais redevenir sérieux un jour, je sais pas quand, mais pour le moment j'essaie de me faire plaisir. Voilà. Okay. D'accord. Et donc tu proposes actuellement 2 bouquins, c'est l'occasion d'en parler aussi si tu veux. Hashtag placement de produit. Voilà, c'est ça, placement de produit, c'est parfait. Oui, mon premier livre, donc Nature Aventure Survie, qui finalement est un recueil de fiches bushcraft que j'avais écrit pour mes élèves, parce que faut savoir que j'ai commencé à enseigner le bushcraft à des gosses de collège. Et de fil en aiguille, donc c'est là que j'en suis venu à écrire des articles pour Survival et puis donc ce fameux livre. Et le deuxième livre, c'est l'art ancestral de la navigation naturelle pour justement contempler l'environnement et lire les indices qu'il nous offre. Je vous ai mis un lien dans le chat. Muchas gracias. J'ai une Lamborghini à rembourser, alors les gars, allez-y. Avec l'argent des abonnés. Et lésinez pas sur les étoiles aussi. Vas-y Vic. Sur Google. Et Carnos, pareil, si tu veux reproposer un petit peu ce que... Ouais, alors juste pour revenir sur une vision de l'avenir là, j'engage ceux qui connaissent pas à regarder les conférences de Idriss Aberkan. C'est un gars qui dit comment pouvoir faire les choses mieux et en exploitant les déchets qu'on produit pour en faire une ressource. Et Idriss Aberkan, c'est pas le padawan de BHL? Je sais pas. Le live, ça part en live. Enfin ça me dit rien, moi. J'ai regardé certaines de ses conférences. Il dit pas mal de choses qui sont vraiment, pour beaucoup, c'est du bon sens. Je pense qu'on devrait inonder les mails de nos politiques avec ces conférences. Voilà. Sinon, pour me représenter, moi, c'est donc Carnos de la chaîne Carnos Source Gris. Je traite des thèmes qui sont autour du citoyen prévoyant, averti. Donc, je traite de domaine du soin. Je fais des revues de matériel. Je traite des choses sur la préparation, les armes, et je sais plus. et tout le reste. Et tout le reste. Voilà. Ok. Donc vous pourrez retrouver les chaînes de nos 2 invités de ce soir en description, comme d'habitude. Et pareil, Alex, est-ce que tu veux, étant donné qu'on est sur ma chaîne ce soir, représenter un petit peu ce que tu proposes de ton côté sur ton site, par exemple? Alors moi, en ce moment, je suis fâché avec YouTube. Suite à plein de tests, il semblerait que mon message ne porte plus autant qu'avant. Je ne comprends pas pourquoi. Donc je parle de survivalisme et justement j'essaie d'anticiper ce que sera le survivalisme dans les années à venir. Je pense que ça va devenir de quelque chose de plus quotidien, de plus pragmatique et qui touchera beaucoup plus de domaines que juste le bushcraft, le tir et l'everyday carry que j'adore, mais je pense que ça sera beaucoup plus dans quelques années. Et donc j'essaie un peu de rechercher dans ce sens. Et donc je vous invite non pas à aller sur ma chaîne YouTube, mais à aller sur mon site alexrigvald.fr pour pouvoir recevoir le saint message de Alexandre. Voilà. la sainte parole. Et toi Vic? Moi, on est chez moi, donc... Ouais, mais pour le live, comme ça? Ah oui, pour le replay. Le replay, excuse-moi. Pour le replay, une chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout ce qui est bushcraft, survivalisme, préparation, et une rubrique qui s'appelle la chronique armurière, qui parle principalement d'armes et de tir, mais d'un point de vue survivaliste. Ok. Voilà. Il y a Monsieur Issou qui voulait terminer tout ça. Mettez-vous une balle dès aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de solution. Tout est merdique.
Voilà, c'était un peu le mot de la fin. L'excellent message de fin. Donc, on se dit rendez-vous lundi prochain. Je te remercie, Kernos, et je te remercie, Alban, d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Vic de binomer ensemble. Sans toi, rien ne serait possible. C'est ce que j'allais te dire. Surtout. Pour ce live. Et merci à tous d'avoir assisté à ce live. Et je vous invite à pause bleue, comme dirait un Tchétchène bien connu sur YouTube, puisqu'en fait, les pouces, ça permet d'être plus visible. Et c'est un peu le but qu'on fait tout ça, c'est aussi pour être visible. Alban a des livres à vendre. Merde. Et une Lamborghini à rembourser. Une femme qui coûte cher. C'est super. C'est pas avec mon salaire de prof que je vais y arriver. Bah, je vous remercie. Merci Alban, c'était super sympa. Merci Kernos. Merci à vous. Et Vic, Merci à vous. Ouais. Vic, tu veux conclure sur ta propre chaîne et quand tu as terminé, je lance le générique de fin. Salut à tous. Ça roulait. Bah, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous dans le chat pour être venus ce soir pour cette émission. On se dit donc à lundi prochain pour le prochain live, le numéro 4, sur un sujet dont on garde la surprise pour la semaine prochaine. Et de mon côté, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Merci à tous et à très bientôt. Salut. 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 Salut tous.